Bonjour, avant tout j'aimerais remercier Olivier Panser et l'atelier de didactique visuelle pour l'organisation de ce cycle de conférences autour du design graphique et de la pédagogie. Je me réjouis d'être ici ce soir pour vous présenter à la fois les recherches que j'ai conduites et surtout comment j'ai pu développer ce terrain de recherche à l'intersection de ces deux domaines. J'ai pensé cette conférence comme un temps d'arrêt pour partager avec vous des questions qui émergent lorsque l'on fait de la recherche en design graphique par la pratique et qu'on interroge l'écriture en tant que savoir à transmettre et aussi en tant qu'outil heuristique en mesure de définir les enjeux de la transmission des savoirs à l'école. Ma présentation se construit en deux parties. La première est dédiée à l'étude matérielle des manuels scolaires et la deuxième est orientée sur les enjeux matériels de la pédagogie de l'écriture manuscrite à l'école maternelle. Pour situer un peu mon énonciation, je rappellerai que je suis designer graphique et typographe indépendante, spécialisée dans le design éditorial et également enseignante ici à l'AIR en première année. Je suis également doctorante à Sorbonne Université depuis 2016 et à l'Atelier national de recherche typographique que j'ai intégré en octobre 2013 après mon cursus à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Dans le cadre de mes recherches, j'interroge les liens qu'entretiennent le design graphique et la pédagogie à travers l'étude des supports matériels qui accompagnent les pratiques pédagogiques. Je m'appuie donc pour cette étude sur l'analyse d'outils didactiques et de pratiques observées sur le terrain pour comprendre le rôle des formes graphiques dans la transmission des savoirs et comment la matérialité contribue à faire avancer les connaissances dans le domaine pédagogique. Ce champ de recherche s'est ouvert à moi lors de mon diplôme de fin d'études à l'ENSAD, lorsque j'entreprenais une étude sur le graphisme des manuels scolaires utilisés dans les collèges publics français pour enseigner l'histoire et la géographie en classe de 6e. Mon intérêt pour le livre m'avait naturellement conduite vers les livres scolaires à un moment où des questions se posaient sur la transposabilité des formes imprimées vers les formes numériques et sur l'usage des manuels numériques pour alléger les cartables des élèves. Mon étude s'est construite en deux temps. L'analyse du contexte en premier, puis la conception d'un manuel scolaire imaginé comme un objet de débat pour montrer d'autres manières de penser ces supports. J'ai donc commencé le projet par une familiarisation avec l'industrie du livre scolaire dont j'ignorais les fonctionnements et les acteurs à ce moment-là. Ce travail impliquait une compréhension conjointe du système scolaire français et des étapes qui conduisent à de la rédaction des programmes jusqu'à leur consommation par les élèves. J'ai distingué 5 étapes en commençant par la rédaction des programmes. Donc, vous pouvez voir à l'écran les différents acteurs qui sont impliqués dans ce processus de rédaction, en partant par le ministère et le ministre qui nomment un président qui constitue des groupes d'experts pour formaliser des projets de programme qui sont ensuite soumis au Conseil supérieur de l'éducation, puis au Conseil de l'éducation. Ensuite, ça devient, les directives sont arrêtées et diffusées dans le bulletin officiel de l'éducation nationale, accessible en ligne. Donc, potentiellement, n'importe qui peut produire un manuel scolaire, étant donné que les programmes sont accessibles sur ce bulletin officiel. C'est ici aussi que les éditeurs viennent le récupérer pour ensuite produire leur support. Mais c'est difficile de produire un manuel scolaire, étant donné qu'il doit ensuite être adressé à chaque enseignant dans chaque établissement pour qu'il choisisse le manuel qui lui correspond le mieux. Et donc, on ne peut pas produire ce volume de livres en tant qu'indépendant. Ensuite, donc une fois que cette étape de rédaction des programmes est faite, on arrive à la conception des manuels à proprement parler qui, elle, met en relation les nombreux responsables de la formation, de la formalisation matérielle des programmes. Donc il y a les maisons d'édition, les directeurs de collection, les éditeurs, les auteurs, les iconographes, directeurs artistiques, graphistes, maquettistes et imprimeurs. Donc toutes ces personnes travaillent pour la matérialisation de ces programmes. Et ensuite, on a un temps de diffusion qui est également pris en charge par les éditeurs pour que les manuels puissent arriver entre les mains des élèves.
Je me suis aussi interrogée sur l'étape de financement, enfin, qui produisait ces supports avant que les parents les achètent. Et donc, là aussi, il y a différents systèmes de financement entre les régions qui subventionnent quand on n'est pas subventionné. Donc, une part des livres sont accessibles par les établissements et l'autre par les familles qui en font l'acquisition. Et enfin, la consommation des manuels par les élèves, que ce soit en classe ou à la maison. Et donc ces étapes impliquent de nombreux acteurs qui influent d'une manière ou d'une autre sur la matérialité des manuels scolaires. Donc après avoir un peu ciblé et compris ce contexte global, j'ai commencé à travailler à partir d'un corpus de manuels contemporains. Donc j'avais réalisé mon diplôme en 2013. Donc j'avais travaillé à partir d'un corpus de manuels entre les années 2010 et 2013 pour, dans un premier temps, comprendre comment chacun de ces objets était construit. Donc j'ai procédé à cette observation à travers donc ce corpus qui recense des livres de chaque matière et de chaque niveau au collège, donc entre la classe de 6e et la classe de 3e. Donc on peut voir dans chacune de ces planches les pages types qui vont structurer ces livres. Donc entre un livre d'anglais classe de 6e, 5e, 4e, 3e. Et j'avais donc procédé à cette même étude pour les différentes matières. Et donc ça me permettait d'identifier la complexité des contenus dans chacune des matières et surtout la structure en fait de ces objets. Ceci, évidemment, donc dans l'optique de comprendre comment chacun de ces ouvrages est structuré, comment ils sont rythmés, comment est construit l'encombrement graphique et lesquels soulèvent le plus d'enjeux sur le plan de la mise en page et du traitement typographique. On peut voir ici, par exemple, qu'un manuel d'histoire-géographie requiert beaucoup plus de matériaux qu'un manuel de mathématiques de 6e parce que les contenus sont différents et donc ne nécessitent pas le même type d'iconographie, enfin le même type de ressources. Donc là, on peut voir des manuels de physique-chimie. Donc ça, c'était vraiment une étude assez systématique. Et après cette étude des doubles pages, donc analyse globale des livres sur les doubles pages types, j'ai pu identifier donc ces constantes et ces variables synthétisées sous la forme de schémas pour à la fois identifier ce qui est identique dans chaque livre, donc le début du livre est toujours le même indépendamment de la matière, et après ce qui change c'est l'intérieur entre un manuel d'anglais, un manuel d'éducation civique, français, histoire-géographie, mathématiques, physique-chimie, sciences et la fin du livre est encore une constante que l'on retrouve dans l'ensemble des livres. Alors, en parallèle de cette étude, et comme je souhaitais comprendre si la forme graphique des manuels français était dictée par l'industrie que je viens d'introduire ou par des spécificités qui sont propres à l'institution française, j'avais élargi mon étude à un corpus de manuels scolaires d'autres pays sous la forme d'un appel à images en parallèle. Donc j'avais reçu des images de manuels contemporains mais aussi de manuels anciens de différents pays pour à nouveau comprendre si leur forme était dictée par des directives propres aux pays, enfin même aux institutions, ou si c'était plutôt quelque chose lié aux techniques d'impression ou générationnelles. Et ensuite, je me suis intéressée en détail, donc après cette étude globale, je me suis intéressée dans le détail à un livre en particulier, un manuel d'histoire-géographie niveau 5e, édité par les éditions Attier en 2010, au sein de la collection Martin-Ivernel. Et donc, à partir des doubles pages identifiées, j'ai essayé de saisir si la construction comment était faite la construction de ces pages, quelles sont les strates graphiques et matérielles qui se superposent. Donc, on peut voir qu'il y a 4 strates principales qui se superposent, à la fois le texte représenté par les caractères typographiques, les images donc par les différentes typologies d'iconographie, les couleurs et tout un répertoire de formes qui viennent habiller ces images, ces différentes ressources. Donc ces 4 strates se superposent et constituent les doubles pages.
On peut distinguer pour ce manuel d'histoire-géographie des gammes colorées pour la partie histoire et pour la partie géographie, des teintes chaudes et des teintes froides, et également une gamme de formes et d'encadrement qui est partagée par les deux matières, chacun de ces encadrements ayant ensuite des enrichissements comme des contours, des ombres, des pointillés et autres. Et à ces strates de couleurs et de formes graphiques s'ajoute une strate de famille de caractères typographiques qui est aussi très dense et qui cohabitent dans la même double page. Donc on peut trouver sur la même double page une dizaine de familles de caractères typographiques avec toutes les déclinaisons qui viennent, qui en sont associées et les styles. Donc c'est vraiment très très dense. Et aussi, il y a une strate d'éléments iconographiques qui est, elle aussi, très diversifiée entre des dessins, des frises, des graphiques, des schémas, des plans, des croquis, que j'ai classés par ordre d'apparition dans le livre en vue de ce redesign que j'envisageais de faire par la suite. Donc, ce projet m'a permis d'illustrer mon intérêt pour les formes et la transmission des savoirs et de mesurer l'impact de la matérialité dans le contexte pédagogique. La forme graphique des manuels scolaires, qui est très identifiable, condense des problématiques pédagogiques, économiques et idéologiques qui manquent encore aujourd'hui d'un éclairage propre au design graphique et à la typographie, qui sont toujours absents des débats qui relèvent de l'éducation. Et donc cette absence de regard critique sur l'écriture matérielle des manuels scolaires m'a semblé paradoxale, étant donné que ces supports possèdent une forme dont les enjeux peuvent être éclairés sous l'angle du design graphique et de la typographie. Et donc cette étude qui a été réalisée à partir de manuels scolaires en usage dans les classes et d'autres issus d'un corpus d'ouvrages du XXe siècle, collectés aussi par souci de comparaison avec la production contemporaine, a fait émerger les caractéristiques d'une forme scolaire très dense sur laquelle se sont focalisées les poursuites de mes recherches. Je souhaitais avant tout révéler les enjeux pédagogiques de cette forme scolaire qui est à la fois contextuelle et universelle. Et avec le recul que je peux porter sur ce projet, quasiment 10 ans après l'avoir réalisé, je me rends compte qu'il apparaît dans mes recherches comme un manifeste en faveur de la matérialité dans la transmission des savoirs. C'est un manifeste qui défend l'importance d'intégrer cette matérialité pédagogique à l'école et plus largement, c'est une réflexion que j'ai conduite dans le contexte scolaire qui peut s'étendre et s'appliquer aux supports graphiques qui occupent l'espace urbain, qui l'écrivent à travers des signes et des compositions qui nous accompagnent à un tel point que nous finissons par les infraordinariser, si je reprends le terme de Georges Perec. Suite à ce projet qui s'est construit principalement dans l'échange avec des éditeurs scolaires et des responsables du ministère de l'Éducation nationale, j'ai réorienté mes recherches dans le cadre d'un doctorat à Sorbonne Université et à la NRT sur l'écriture manuscrite et les enjeux de sa pédagogie à l'école maternelle. Ceci par volonté de traiter un savoir qui évolue tout au long de son enseignement et œuvrer à la base du système éducatif français dans un temps scolaire qui privilégie la matérialité pédagogique et la sensorialité. Ma thèse étudie la place de la typographie dans la pédagogie de l'écriture manuscrite à l'école maternelle et s'appuie sur l'élaboration de prélettres, un dispositif typographique sensoriel dédié à la transmission de ce savoir auprès des très jeunes enfants. Le choix du nom a été une étape essentielle pour décrire les outils qui composent ce dispositif et renseigner sur leur contexte d'utilisation. J'ai choisi ce nom en référence au prélivre de Bruno Munari, car cet ensemble de petits livres carrés interroge la nature des messages transmis par un livre lorsqu'il est privé du texte. Peut-on communiquer visuellement et tactilement seulement avec les moyens de production matérielle d'un livre? Donc le propos de Munari soulève une question matérielle que je prolonge dans le contexte de la pédagogie de l'écriture en proposant une découverte de la forme des lettres avant l'exercice des codes sémantiques qui régissent le langage écrit. Prélettre est constitué d'un système de supports sensoriels réalisé à partir d'un caractère typographique modulaire, dédié à la manipulation et à la découverte active, autonome de l'alphabet. Cette recherche a commencé à l'Atelier national de recherche typographique en octobre 2013 par un questionnement sur les formes à travers lesquelles se présente l'écriture à l'école primaire. Pour rappel, donc, l'école primaire comprend l'école maternelle, qui correspond au premier cycle et se découpe en 3 classes, petite section, moyenne section, grande section,
et de l'école élémentaire, qui correspond au cycle 2 et 3 et s'étend sur 5 classes, le cours préparatoire, le cours élémentaire 1 et 2, le cours moyen 1 et 2. Et j'ai mis en place des collaborations avec des établissements scolaires publics situés dans une commune limitrophe de Nancy, Saint-Max, pour visiter les 8 classes de l'école primaire et identifier les formes de l'écriture qui en sont associées. En petite section de maternelle, l'écriture apparaît comme un geste plus ou moins contrôlé et canalisé, plus ou moins fluide ou accidenté. En moyenne section, le trait rentre dans un système graphique normalisant, une réglure qui tend à stabiliser les tracés et à les faire s'approcher des formes alphabétiques conventionnelles. En grande section se diversifient les modèles d'écriture et la lettre capitale que l'on observe en petite section et en moyenne section. Elle laisse la place à l'écriture cursive et à la correspondance entre différentes graphies, les capitales, l'écriture script, l'écriture cursive. En cours préparatoire ensuite, la part sémantique de l'écrit commence à apparaître en même temps que l'apprentissage de la lecture et les supports graphiques continuent de se diversifier. Et après, en cours élémentaire, l'écriture devient le moyen de s'exprimer et sa part graphique se met en retrait au profit des activités de rédaction. En cours moyen, donc à la fin de l'école élémentaire, l'espace d'écriture est de plus en plus normalisé. On voit apparaître une grammaire d'écriture marquée par l'usage des couleurs, le vert, le bleu, le rouge, et par la réglure CIS qui architecture la page par des annotations. Donc on rentre vraiment dans un système qui est de plus en plus encadré et dans lequel l'expressivité est de plus en plus réduite. Compte tenu du spectre qui sépare ce gribouillage spontané fréquent en petite section de la feuille architecturée et normalisée du cours moyen, j'ai décidé de concentrer mes recherches sur la classe de petite section de maternelle et donc de travailler à la base du système scolaire. Toujours avec l'appui d'établissements scolaires publics, j'ai repris des séances d'observation sur le terrain pour affiner mes observations et identifier les activités, le matériel utilisé, les gestes, les modèles, les supports qui permettent à l'enfant de rentrer dans l'écriture et de la pratiquer. Ces premiers mois d'immersion et d'observation dans les classes ont donné lieu à un premier ouvrage, Du geste à l'idée, forme d'écriture à l'école primaire, qui retrace tout ce qui a pu être observé dans les 8 classes, notamment les activités répertoriées suivant un protocole de prise de vue qui est devenu assez représentatif de cette recherche. Ces activités sont enrichies par des études des modèles d'écriture observés et trouvés sur des sites et ressources pédagogiques consultés par les enseignants, et aussi par des textes théoriques en lien avec les enjeux de chaque classe. Ce temps d'immersion s'est avéré indispensable pour saisir le chemin que parcourt l'enfant pour passer du gribouillage à l'écriture. Et donc j'ai pu collecter plusieurs exemples de dessins spontanés dans lesquels on observe cette combinaison de dessin-écriture qui caractérise les productions à l'école maternelle. J'ai donc procédé à l'étude de ces tracés, dessins et prélettres, et compilé un premier cahier qui inventorie les variations que subissent les lettres avant de se stabiliser. Donc vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses variations dans chaque lettre et que chacune soulève différentes difficultés de reproduction selon le nombre de tracés qui sont nécessaires, selon l'ordre dans lequel ces tracés sont agencés. Et donc tous ces signes montrent les chemins par lesquels l'enfant passe avant d'arriver à la stabilisation de sa lettre dans la forme la plus courante. Le premier cahier a donné lieu à un ouvrage plus complet avec l'intégralité des tracés qui a été mis en forme dans le cadre d'une résidence de recherche à la médiathèque de Héricourt en 2019. Et cette compilation a aussi donné lieu à l'élaboration de planches d'études qui intègrent la deuxième partie de ma thèse dédiée à l'analyse des tracés spontanés des enfants et à l'émergence de la lettre capitale. Des signes qui sont à la frontière de la lettre du pictogramme sont aussi apparus dans ces dessins spontanés et montrent les influences extérieures dont bénéficient les imaginaires des enfants.
Ensuite, donc, après cette phase d'analyse et d'étude, j'ai commencé le développement du projet à proprement parler, donc à travers, dans un premier temps, l'élaboration d'un caractère typographique, donc prélettre, qui était composé initialement de lettres capitales dans deux styles, un style de lettres complètes et un style qui présente les éléments représentatifs de la lettre, enfin des éléments sans lesquels on ne peut pas identifier cette lettre. Et cet alphabet était initialement conçu pour exister en volume. Donc le fonctionnement de ce caractère, donc ce caractère typographique modulaire, encourage la construction qui est à la base de la logique de tracé des lettres capitales. Et le but était de pouvoir permettre à l'enfant d'identifier les constantes et les variables que l'on retrouve dans chaque lettre de l'alphabet. Et aussi, en parallèle, je m'interrogeais sur la difficulté que soulève chaque signe, étant donné qu'en général, on va dire que les lettres verticales ou horizontales sont plus simples à tracer que les lettres arrondies, comme le S. Donc le E est potentiellement plus simple à tracer que le S, alors que le S requiert un seul mouvement, alors que le E requiert 7 mouvements si on considère les déplacements invisibles de l'outil ou du doigt pour reproduire la forme. Donc tout l'alphabet décompose chaque signe dans des modules et se présente aussi sous des formes qui combinent différents modules pour ouvrir à d'autres expérimentations, à des exercices pour compléter les formes et pour permettre à l'enfant à chaque fois de s'exercer à cette construction modulaire des lettres. Donc ça, c'était la première version de ce caractère. Il a ensuite été édité dans une forme typographique stabilisée par un éditeur qui s'appelle Poème, donc en 2019 ou 2020, non pardon, on est en 2023, en 2021 pardon. Et donc dans cette version du caractère dédiée à une commercialisation, le caractère a été enrichi, donc il n'a plus uniquement les lettres capitales, mais il s'accompagne de tous les signes qui sont nécessaires pour utiliser un caractère typographique et des signes qui ne sont pas forcément nécessaires pour l'usage dans les classes pour lequel je l'avais conçu initialement. Donc l'élaboration de ce caractère s'est accompagnée aussi par la production de différents supports, à la fois des spécimens typographiques destinés davantage aux enfants qu'aux adultes, toujours dans des principes de construction et de déconstruction des lettres, différents panneaux à des échelles différentes aussi, pour que l'enfant puisse expérimenter le signe à une échelle vraiment de module et aussi à une échelle plus grande. Et aussi, donc, au moment où j'ai commencé à formaliser cet alphabet, j'avais soumis certains modules aux enfants, donc dans les classes, pour voir comment ils interprétaient ces formes. Et donc, on peut voir assez facilement à l'écran que les formes diagonales soulèvent des difficultés de tracé, puisque l'enfant va les interpréter par un arrondi et ne va pas reproduire en fait la forme qu'il voit. Donc cette inadéquation entre la forme imprimée et l'interprétation par l'enfant, c'est ce qui m'a aussi en partie conforté dans l'idée de développer ce caractère plutôt sous la forme d'un dispositif sensoriel plutôt que dans une forme imprimée classique. Donc pour développer ce dispositif sensoriel, je m'étais également intéressée à comment est représenté le ductus dans les manuels et dans les supports les supports pédagogiques. Donc le ductus, c'est l'ordre dans lequel on doit agencer des modules pour reproduire les lettres. Et donc ces ductus sont représentés différemment, parfois par des pointillés, parfois par des contours, par des schémas numérotés qui peuvent être difficilement compréhensibles par un enfant de 3 ans qui ne comprend pas l'ordre entre le 1, le 2 et le 3.
Et pareil, donc j'ai toujours cette démarche de proposer les formes aux enfants pour vérifier comment ils les interprètent et ensuite adapter ces interprétations à ce que moi je produis. Et là, on peut voir que entre le modèle vert et le modèle rose, il y en a un qui encourage plutôt un tracé accidenté et assez hésitant, alors que l'autre privilégie un tracé très fluide et plus structuré. Donc, je me suis orientée sur ce type de dispositif pour orienter le geste de l'enfant sans pour autant le contraindre. Et je souhaitais aussi, dans les éléments que j'allais développer dans ce dispositif sensoriel, je souhaitais préserver la diversité des formes qui est propre à ces tracés spontanés des enfants et donc trouver une manière de garder toutes ces hésitations qui lui permettent aussi de s'approprier l'alphabet de manière individuelle. J'avais regardé évidemment dans l'histoire à la fois de la typographie et de la pédagogie différents dispositifs existants. Donc celui-ci était assez intéressant parce qu'il a été développé par Frédéric Schöneken, initialement fabricant de plumes. Et pour diffuser la vente de ces plumes, il a conçu un modèle de caractère qui passait par l'élaboration de supports à manipuler. Donc la diffusion des plumes était en quelque sorte reliée à l'intérêt de ces objets sensoriels qui étaient en fait donc utilisés dans les classes. Il y a aussi évidemment le travail de Bruno Munari avec l'ABC Confantasia, le travail de Célestin Freinet et l'imprimerie à l'école. Aussi le bureau typographique de Louis Dumas, qui était davantage destiné à l'apprentissage de la lecture, mais la manipulation des cartes avec chaque lettre me semblait aussi intéressante à intégrer dans ce dispositif. Et donc pareil, voilà, toujours dans une optique de produire des ateliers sensoriels actifs comme a pu les initier Bruno Munari. Donc tout le dispositif prélettre se compose d'éléments modulaires issus du caractère. Ces éléments ont des échelles variées. Certains sont très petits, d'autres beaucoup plus grands, pour que l'enfant puisse exercer sa motricité. Chacun de ces modules à manipuler librement s'accompagne aussi de certaines formes dans lesquelles les pièces viennent être encastrées, donc sous la forme de puzzle, toujours pour développer plutôt la motricité de l'enfant. Il y a aussi différents jeux de normographes parce que cet outil me semblait intéressant dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, je souhaitais guider le geste de l'enfant sans le contraindre, et le normographe, contrairement à ce que son nom peut indiquer, c'est un outil qui permet de nombreuses variations en fonction de l'épaisseur des formes et de l'outil que l'on utilise ensuite pour les reproduire. Donc ces normographes commencent par des pièces avec des modules, certains alphabétiques et d'autres beaucoup plus abstraits, pour que l'enfant déjà s'exerce à l'outil en tant que tel, qu'il s'exerce à la combinaison de formes qui est assez difficile à comprendre en maternelle. En général, on peut croire qu'associer un trait vertical et un arrondi, c'est très simple, mais en réalité, c'est très très complexe pour un enfant d'intégrer cette logique-là. Donc j'essayais de voir de quelle manière j'arrivais à leur faire comprendre cette diversité de combinaisons. Et après, petit à petit, ces normographes se complexifient et commencent à adopter des éléments qui vont normaliser progressivement la lettre, que ce soit dans son échelle, mais aussi dans la répartition en fait des modules qui sont nécessaires pour la construire. Donc, à l'écran, vous voyez par exemple ces normographes dont la forme est dictée par la difficulté de la lettre. Donc, une lettre E qui requiert 4 modules va avoir une pièce beaucoup plus grande qu'une lettre I qui n'en requiert qu'un. Et donc ça, c'était un moyen de montrer à l'enfant que la lettre était plus complexe, elle avait besoin de plus de formes et donc de plus de déplacement de l'outil. Donc l'outil est composé de le module dans lequel on trace, de ce système d'encoche de repères pour venir glisser l'outil sur une ligne et donc de pouvoir vraiment reproduire les formes à l'identique du modèle par ce simple déplacement. C'est inspiré des pochoirs qui étaient utilisés pour les livres de chœur, des éléments issus de l'histoire de la typographie.
Et donc tous ces objets ont été testés dans les écoles, et en fonction des retours qui étaient faits par les enfants, leur forme était adaptée de manière à ce qu'il soit le plus ergonomique possible et que l'enfant puisse s'en saisir de la manière la plus spontanée et la plus autonome, sans besoin de passer par un adulte, sans besoin d'une consigne écrite pour être orienté dans ses gestes, donc vraiment dans une démarche de pédagogie active, très inspirée également de la pédagogie Montessori, évidemment. Et donc, il y a aussi un travail sur une application numérique que j'avais pu faire pendant cette recherche pour à la fois questionner l'usage de l'écran dans cette pédagogie de l'écriture, et aussi pour proposer un support pour que l'enfant s'entraîne dans ce tracé construit et déconstruit des lettres, et aussi pour personnaliser les parcours. Parce que l'application permettait d'orienter en fonction de l'élève qui l'utilisait une suite de lettres qui étaient les plus problématiques pour un et pas forcément pour l'autre. Et donc après, tout un système de couleurs qui venait indiquer si on sortait de la zone de tracé ou si on était encore dans la zone respectée. Et après, donc, tous ces normographes dans les tests qui étaient réalisés dans les classes donnaient à la fois lieu à des productions par les enfants que je collectais de la même manière que je collectais les premiers dessins pour les analyser. Et ce qui m'intéressait, c'était de constater que, à nouveau, contrairement à ce que l'on peut imaginer de cet outil, c'est un outil qui offre vraiment de nombreuses possibilités, à la fois sur le plan graphique, mais aussi expérimental, pour que l'enfant découvre l'écriture et rentre dans l'écriture par une approche ludique et non pas par quelque chose de trop figé et trop strict. Tout ce dispositif est proposé en parallèle des méthodes qui sont utilisées et déployées par chaque enseignant dans les classes. Donc ce n'est pas un dispositif qui est censé supplanter une quelconque méthode, c'est plutôt un complément pour qu'il puisse s'en saisir et rendre cet apprentissage plus vivant et plus expérimental. Et donc aussi, un des intérêts à faire ces ateliers dans les classes était d'identifier à quel stade chaque outil était adapté. Par exemple, j'avais commencé au début par ces grands normographes qui étaient très difficiles d'accès pour les enfants de petites sections. Et donc, voyant la difficulté qu'ils avaient, je me suis orientée sur les normographes simples avec un module par élément. Et donc, ça a permis comme ça au dispositif de se construire par cet aller-retour entre la forme, son usage et son redesign ensuite. Et après, donc, dans toute cette recherche, j'envisage la typographie à la fois comme une pratique du signe, mais aussi de sa spatialisation. Et donc, ayant travaillé sur le signe, donc sur la lettre, et sur comment cette lettre se construit, s'articule et s'appréhende, je me suis fatalement intéressée également à l'espace de la salle de classe, dans lequel ces signes sont inscrits et dans lequel le dispositif que j'ai conçu est amené à être déployé. Donc, j'ai repris la même méthode que j'utilise depuis le début. Donc, un travail d'immersion dans les classes, d'observation et de collecte des espaces pour comprendre comment ils sont construits, quelles sont les constantes et les variables, quels sont les éléments graphiques qui alimentent cet espace et qui le connotent et qui participent aussi de cette forme scolaire que j'énonçais par rapport au manuel scolaire. Là, on la retrouve aussi dans toutes ces classes, étant donné que là, c'est un petit aperçu de différentes classes d'école maternelle qui semblent toutes identiques, mais elles proviennent toutes d'époques différentes, de contextes différents, mais comme elles sont, tous ces habillages sont réalisés par les enseignants à partir des mêmes ressources, finalement on arrive à des productions qui sont quasi similaires d'une classe à l'autre.
Aussi, ce qui m'intéressait dans cette observation des salles de classe était de voir quel était le rôle, l'interaction entre le livre et l'espace de la classe. Et donc j'avais remarqué que dans les classes d'école maternelle où les livres ne sont pas vraiment utilisés dans la pédagogie, l'espace de la classe était extrêmement chargé, et ensuite la tendance s'inversait quand on rentrait au collège, où les classes sont partagées par différents enseignants et différentes matières, et donc c'est plutôt le manuel scolaire et le livre qui condensent toute cette diversité graphique et formelle que l'on avait initialement dans l'espace physique. Donc on est toujours dans cet aller-retour entre l'espace de la page et l'espace concret de la salle. Et après, évidemment, donc, une observation de tous les supports sur lesquels se déploient ces lettres, ces modèles, enfin tous les outils qui sont conçus par les instituts dans les classes. Et de la même façon que j'ai proposé un ensemble d'outils pour construire la lettre, je me suis intéressée à comment la construction des lettres pouvait aussi impacter la construction de l'espace de classe. Et donc, en reprenant cette métaphore de la salle de classe, j'ai pu élaborer une extension du dispositif Prélettres dans le cadre d'une résidence de recherche à l'espace d'art contemporain Le Bel Ordinaire en 2017, pour voir qu'est-ce que produisait déjà l'agrandissement des outils et le changement d'échelle avec les enfants. Donc pendant cette résidence, tout l'espace a pu être occupé, les modules agrandis et conçus dans d'autres matériaux qui se prêtaient en fait à la fois à cet agrandissement et aux usages attendus dans l'espace. Et ils ont aussi été soumis à différents tests avec les instituts et les classes. Donc là, dans ces protocoles, tout le monde découvrait le dispositif in situ. Ils n'avaient pas de temps pour préparer des séances en amont. Et ce que j'observais, c'était justement qu'est-ce qui se passait de manière assez instinctive et spontanée au regard de ces outils, de ces formes et de ces espaces. Donc évidemment, ça crée des postures d'apprentissage qui sont différentes. Ça génère des connexions entre les enfants qui ne sont pas les mêmes dans les classes avec les tables et les espaces dédiés. Ces ateliers ont aussi donné lieu à à l'émergence de tracés pendant les ateliers. Et du coup, j'ai essayé de comprendre comment cette logique de construction de la lettre pouvait aussi impacter la construction de l'espace de classe, comment trouver des correspondances et comment formaliser en fait un dispositif complet dans lequel on puisse vraiment appréhender le signe à la fois à l'échelle de la main, mais aussi à l'échelle du corps. Donc c'est un peu les différentes étapes qui constituent l'ensemble de cette recherche qui est évidemment amenée à évoluer au fur et à mesure, à la fois dans les outils qui sont proposés, dans leur échelle, mais aussi dans la gestion des matériaux, des couleurs. Enfin, ce sont à chaque fois des expériences que je propose, soit dans le cadre d'expositions, mais aussi dans des écoles, pour à chaque fois mesurer comment cette forme graphique impacte l'apprentissage et comment elle peut faciliter l'acquisition de ce savoir écrit par les enfants. Donc voilà, je vous remercie. Bonsoir. C'est juste une question assez générale. Je me demandais si, là, dans les analyses faites, c'était uniquement des écoles publiques ou s'il y avait eu plus largement écoles publiques, écoles privées, et dans ce cas, s'il y avait des distinctions ou des différences Non, j'ai travaillé qu'avec des écoles publiques et plutôt des écoles qui pouvaient même être situées dans des cadres assez défavorisés. Enfin, je ne voulais pas travailler ni avec des écoles spécialisées, ni des écoles qui bénéficiaient d'un certain type de subvention qui allait produire un cadre un peu plus, plus propice à des développements de matériel et autres. Là, c'était vraiment les classes les plus standards possibles. D'accord, merci. Voilà. Oui, j'ai une question brève. Est-ce que je me demandais si la recherche que tu avais faite sur les manuels scolaires, si tu l'avais poursuivie ou si ça avait donné lieu à d'autres choses ou... Alors, je l'ai poursuivi un peu après mon diplôme, mais après, comme je me suis réorientée sur la question de l'écriture, c'est pour l'instant un peu en latence. Je l'ai un peu retrouvé quand je me suis intéressée à la salle de classe avec ce parallèle entre le manuel et la salle de classe, et ça fait partie des pistes qui arriveront après la thèse bientôt.
Moi, j'avais une question par rapport à... Parce que ces expériences, tu les as menées pendant un temps long. Et savoir si tu avais pu suivre le parcours de certains élèves et si certaines classes qui avaient peut-être participé de façon plus favorable à ces expérimentations, est-ce que tu avais observé dans ce parcours-là des différences entre des élèves qui auraient suivi tes ateliers et d'autres? Et est-ce que ça a eu un effet, même si c'est pas, je comprends que ce soit pas un enjeu d'apprentissage direct, mais est-ce que ça a eu un effet? Alors, il y a eu surtout une classe que j'ai suivie vraiment dans son intégralité, parce que en école maternelle, entre le moment où l'enfant rentre en petite section à 3 ans et 4 ans quand il en sort, on a vraiment un paradigme énorme de changement dans ses facultés, ses habilités. Donc, j'ai suivi la classe toute l'année et l'instit avec laquelle j'avais déjà aussi collaboré plusieurs fois me disait qu'elle voyait une certaine souplesse dans le geste, mais comme j'ai dit à chaque fois, je ne peux pas m'appuyer sur ces retours parce que je ne sais pas s'ils sont purement subjectifs, parce qu'on avait un moment, elle s'était liée d'intérêt pour cette recherche, donc il faudrait, je pense, vraiment suivre de manière beaucoup plus méthodique et un peu plus scientifique un groupe pour voir quels sont les impacts de cette méthode un peu active dessus. Donc moi, en l'état, je ne l'ai pas forcément fait, et comme je suis intervenue dans plusieurs classes, dans plusieurs écoles tout au long de ces années, j'ai pas vraiment une visibilité sur l'effet. C'est plus in situ. En général, les enfants sont assez attirés par les outils. Ils ont envie de refaire plein de fois. Il y a une espèce de manque de lassitude qu'on peut retrouver après sur d'autres outils. Mais pareil, c'est très subjectif, donc je ne pourrais pas faire d'autres retours sur ça. Vous avez déjà un peu répondu, mais comment les enfants ils accueillent ce genre d'outils? Est-ce qu'il faut être très médiateur ou médiatrice avec eux, ou naturellement tout de suite ils sautent sur le truc et créent la diversité de formes qu'on a vue et qui est super belle? En général, donc le protocole de proposition de ces ateliers, c'était d'intervenir pendant le temps d'accueil. En école maternelle, c'est un temps qui précède le début des activités. Donc, il y a plusieurs ateliers qui sont installés dans la classe et les enfants viennent vraiment assez naturellement vers un atelier ou un autre. Après, s'il y a beaucoup d'enfants sur un même atelier, l'instit peut les répartir un peu autrement, mais en général, c'est eux qui vont de manière assez intuitive. Donc là, c'était ça que je proposais. Les objets étaient disposés sur table avec parfois des feuilles, parfois non. Et ce qui se crée, oui, c'était un phénomène d'entraide quand certains savaient utiliser l'outil et d'autres pas forcément, ou quand certains l'utilisaient autrement. Et alors c'était très très drôle de voir des petits expliquer à leurs camarades comment obtenir l'outil alors qu'eux-mêmes ne le tenaient pas forcément comme il fallait. Mais voilà, moi ça m'intéressait de voir aussi ces connexions qui se créent à cet endroit-là, et surtout oui, une espèce d'envie de partage autour de la lettre et de production de formes. Et après, ce qui orientait aussi, c'était le choix des outils. Forcément, je proposais un certain type de feutre. Donc, si j'avais proposé des brosses ou des pinceaux ou autres, on n'aurait pas eu les mêmes tracés. Donc ça fait aussi partie des éléments qui peuvent être développés par la suite pour changer un peu l'échelle et les formes. Bonjour. Moi, je voulais savoir si vous aviez pu être en contact avec les parents et ce qu'ils en avaient dit. Comment ils avaient réagi vis-à-vis de cette opportunité pour leurs enfants et comment ils en parlaient avec vous? Alors, les parents, j'en ai vu certains quand j'étais le matin pendant le temps d'accueil, donc quand ils arrivaient. J'ai pas, j'ai pas eu forcément de retour sur l'intérêt de proposer ces activités dans les classes, parce que pour eux, ça fait partie des activités d'école. Donc, je pense qu'ils voyaient ça intégré à la pédagogie de manière générale. Après, c'était de manière beaucoup plus, plus subjective aussi. Certains voulaient se procurer le matériel, donc c'était plus ce genre de questions que vraiment pourquoi je proposais ça dans les classes, en fait. Après, j'ai pas forcément énormément échangé non plus avec les parents. Moi, la question que je me pose, c'est, en fait, vous êtes parti de quel constat, quand par exemple vous parlez de la rigidité de la feuille de classe avec ses carreaux, etc. Ce serait quoi votre idéal, entre guillemets, dans le mode d'apprentissage de l'écriture? Est-ce que pour vous, des feuilles comme ça, pareil, ce système-là de grille, etc., est-ce qu'il devrait disparaître, ou vous parlez de quelque chose de strict? Qu'est-ce que ce serait pour vous d'apprendre l'écriture de manière moins stricte, étant donné que c'est quand même quelque chose de très normalisé de toute manière au final? Alors c'est plutôt, c'est pareil, c'est peut-être un peu naïf, mais pendant ces différentes observations que j'avais faites, j'ai vu des enfants pleurer en train d'essayer d'écrire, et je me suis dit que c'était pas possible de
procéder comme ça. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est censé être assez gai et assez entraînant. Donc, c'était plutôt ça qui a motivé la création de ces outils dans ces formes-là pour éveiller un certain plaisir à l'écriture. Donc, comme je disais, enfin, c'est quelque chose qui se propose en parallèle des méthodes qui sont déjà utilisées dans les classes. Donc, les instituts pourront continuer d'utiliser leur forme, leur feuille quadrillée très normalisée, si à côté l'enfant peut découvrir de manière un peu plus décomplexée le signe, en fait, de manière générale. C'est plus, je dirais que c'est plus ça, c'est de générer de l'envie, de produire des formes, de combiner des formes et de ne pas rentrer dans un cadre déjà très figé dans lequel on te dit comment écrire, comment construire ta page. Enfin, ce sont des choses qui, de manière plus large, influent, je pense, sur le développement de l'esprit critique. Chose que je constatais après avec les manuels scolaires qui viennent normaliser les contenus, la manière de les apprendre. Donc c'est plus à cet endroit-là que se situe, disons, mon idéal, c'est qu'on puisse développer l'esprit critique des enfants dès leur entrée à l'école. Bonjour, bonsoir. Bon. J'ai une question par rapport à l'objet même, les normographes. Les normographes. Moi j'aime beaucoup le fait que c'est un outil qui n'a pas l'air vraiment d'avoir été conçu pour des enfants, parce qu'il a un vrai dessin qui c'est plutôt pareil à ceux qui les architectes ils utilisent pour faire les dessins, et ça fait un peu exprès le fait que c'est pas un objet genre hyper infantilisé et genre que les enfants en général, ils se rendent compte qu'on il y a des choses pour les enfants. Ils ont l'envie de jouer avec les choses des adultes parce qu'ils ont beaucoup plus belles dessins, design et tout. Ça fait exprès que ce soit un outil qui ne soit pas assez infantilisé comme des autres outils pédagogiques. Oui, je pense que oui, c'est volontaire, de la même manière que je restreins tout le langage graphique qui est développé, c'est un langage géométrique. Il n'y a pas d'éléments figuratifs comme on peut retrouver sur d'autres normographes où on va voir des sapins, des chats, enfin des éléments qui vont directement orienter le tracé de l'enfant. Et donc ça pour deux choses. La première, c'est que même si c'est plus difficile pour l'enfant de comprendre l'abstraction de la géométrie, une fois qu'il a compris le mécanisme, il peut l'appliquer à d'autres matières que uniquement l'écriture. Alors que si on lui enseigne que le A c'est le toit d'une maison, si la maison elle est carrée, c'est plus un A ou c'est pas le même A. Donc pour moi ça c'est assez problématique, mais en général c'est plus simple parce que l'enfant s'attache émotionnellement à la forme et donc il va plus facilement l'intégrer. C'est pour ça qu'il y a une méthode très connue qui est la méthode des alphas, une méthode de lecture où ce sont des personnages avec des noms et donc les enfants adorent parce qu'ils s'identifient à ça. Et du coup là moi j'essaye de ne pas être dans ce type d'approche, mais plutôt dans vraiment un dispositif abstrait, un peu comme Friedrich Froebel avec les dons qui étaient constitués de sphères, de cylindres et de choses vraiment assez épurées, pour que les mécanismes que l'enfant découvre, il puisse ensuite les appliquer à d'autres matières, que ce soit les mathématiques ou autres, et aussi oui pour ne pas être dans un rapport enfantilisant, enfin pour que à la fois la couleur qui est aussi beaucoup associée à l'environnement, enfin à l'univers enfantin, puisse être présentée de façon plus radicale et elle puisse davantage s'affirmer, alors que si l'outil est coloré, les formes sont elles-mêmes très bavardes, ça devient un objet assez incompréhensible et déjà il me semble que certains sont assez touffus, donc voilà, c'était un choix. Bonsoir. J'avais une question par rapport à l'outil. Est-ce que in fine c'est un outil qui se focalise uniquement sur les institutions publiques, ou est-ce qu'il a été mis à l'épreuve dans, par exemple, des salles de classe avec des élèves avec des problèmes de motricité ou des élèves atteints de dyslexie ou des choses comme ça? Et est-ce qu'il y a eu un impact sur leur apprentissage? Alors, je n'ai pas travaillé avec ni des établissements spécialisés, ni, par exemple, avec des orthophonistes, mais souvent, c'est quelque chose qui revient, enfin, cette envie d'utiliser ces outils pour, accompagner différentes difficultés. Mais moi, en tant que tel, dans les ateliers que j'ai faits, je n'ai pas pu l'expérimenter, et surtout parce que je suis beaucoup intervenue en petite section de maternelle, donc entre 3-4 ans, et à ce moment, il y a tout un tas de difficultés qui sont
pas encore détectables, comme la dysgraphie, ce genre de choses. À ce stade, c'est encore vraiment très très tôt. Mais oui, je pense qu'il y a des développements possibles, et aussi sur la question de la motricité, puisque les outils sont certains très petits, d'autres très grands, et que ça fait partie des enjeux de vraiment varier l'échelle pour que la dextérité de l'enfant soit aussi mise à l'épreuve. Merci. Peut-être pour la suite. Non. Oui. Moi, j'avais une question par rapport à un développement possible, parce que c'est vrai qu'on va dire que le caractère modulaire des capitales a une relative évidence là-dedans. Est-ce que tu as envisagé ce que ce serait pour quel outil serait propice pour l'apprentissage de l'écriture cursive, qui est bien plus complexe pour les enfants. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il pose plus de difficultés et plus de blocages potentiels, et ces blocages-là ont potentiellement beaucoup plus d'impact sur le reste de leur scolarité. Là, on va dire qu'au moment où ils apprennent à écrire les capitales, c'est aussi un éveil à la graphie, à tenir un stylo, à faire un geste, en fait. Alors, comment dire, je pense qu'il y a une transposabilité de ces outils à la cursive, dans la mesure où la cursive, elle est aussi faite par mouvement continu, et là, dans ces outils, souvent, la difficulté était de déconstruire les formes en plusieurs modules pour qu'on puisse comprendre cette construction-là. Donc, je sais pas après, enfin, je me suis pas forcément focalisée à l'heure actuelle sur la cursive, mais je pense qu'il y a des choses, des trajectoires de tracés qui peuvent être transposables d'une lettre à l'autre, et la cursive, elle est aussi constituée de modules. Avec les ascendantes, certaines connexions, il y a quand même des éléments qui sont réguliers. Tout dépend aussi du modèle d'écriture cursive. Ceux qui ont été diffusés par le ministère, déjà les deux sont très différents dans les terminaisons et les connexions. Mais ce qui m'intéresserait, c'est la notion de fluidité du geste. Donc à voir comment elle pourrait, soit à travers ces outils ou à travers des supports vraiment de toucher. Mais c'est un peu ce qui a été fait par Maria Montessori avec les lettres rugueuses, quoi. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, comme je me suis pas vraiment intéressée à la cursive, je j'ai pas comme ça un outil évident mais il pourrait, je pense, y avoir une adaptabilité quand même de certains éléments du normographe à ça. C'est peut-être pas dans l'intégralité, mais une partie. Merci. Merci à vous pour